Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, c'est l'image du jour. Mère Teresa proclamée sainte par le pape François devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées place Saint-Pierre au Vatican. En Syrie, les forces du régime s'emparent de l'école d'armement d'Alep. Ils avancent désormais au sud de cette ville avec l'objectif d'y encercler de nouveau les quartiers rebelles. Les dirigeants des économies les plus riches du monde réunis à Hangzhou, en Chine, au menu du G20, menaces liées au Brexit, croissance plus faible que prévu dans le monde et ralentissement en Chine. Je vous le disais en titre, Mère Teresa a été proclamée sainte ce dimanche, mettant en terme un long processus débuté en 2003. Mère Teresa est morte en 1997 dans la maison mère de sa congrégation, les missionnaires de la charité à Calcutta. Pour assister à l'événement, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées place Saint-Pierre au Vatican. Axel Simon nous en dit plus. Ils sont venus nombreux sur la place Saint-Pierre à Rome pour assister à la messe de canonisation de Mère Teresa. Des centaines de milliers de fidèles, de religieux de toutes confessions, sans oublier bien sûr les sœurs des missionnaires de la charité, la congrégation fondée par Mère Teresa. Le pape François a prononcé la formule de canonisation rituelle. Nous déclarons la bienheureuse Teresa de Calcutta sainte et nous l'inscrivons parmi les saints. Applaudissements nourris et grande ferveur pour célébrer celle qui a dédié sa vie aux plus déshérités. Née en 1910, elle avait fondé en Inde les missionnaires de la charité qui comptent aujourd'hui 5000 religieuses. Elles consacrent leur vie aux plus pauvres et vivent dans une grande austérité. Dotée d'une notoriété mondiale, la religieuse a été parfois critiquée pour n'avoir pas usé de son influence auprès des décideurs et de ne s'être pas assez attaquée aux racines de la pauvreté, ce que le pape a contesté dimanche. Les missionnaires soulignent l'importance de son message aujourd'hui. Elle a fait des choses ordinaires avec un amour extraordinaire. Et c'est ce message qu'elle a voulu révéler au monde. Une main tendue, une attention à chacun. C'est un modèle de spiritualité pour le monde entier. Le rituel catholique de la canonisation nécessite 2 miracles attribués aux futurs saints. Mère Teresa de Calcutta a également reçu le prix Nobel de la paix en 1979, 8 ans avant sa mort. Née en 1910 dans une famille albanaise à Skopje et décédée le 5 septembre 1997 dans la maison mère de sa congrégation à Calcutta, Mère Teresa a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. En 1950, elle avait fondé en Inde les missionnaires de la charité qui comptent aujourd'hui 5000 religieuses consacrant leur vie aux plus pauvres et vivant dans une grande austérité. Son portrait. Une frêle silhouette drapée d'un sari blanc et bleu, au chevet des plus pauvres dans les rues de Calcutta. C'est l'image d'une femme devenue une icône, Mère Teresa. Celle qui a mis sa vie au service des orphelins, des lépreux, tous ceux que la société voulait ignorer. Dans ce mouroir de Calcutta pendant 4 décennies, elle a accueilli, accompagné des dizaines de milliers de mourants, catholiques, hindous, musulmans. Elle serait morte dans la rue. C'est mieux de mourir dans un foyer où on lui donne de l'amour. Qui était celle que l'on appelait parfois la sainte des bidonvilles. Très loin de l'Inde, Mère Teresa est née Agnès Gonje Boyaggio, petite dernière d'une famille albanaise catholique. À 18 ans, elle décide d'entrer dans les ordres. Elle est envoyée en Inde pour recevoir sa formation religieuse. Pendant près de 20 ans, elle enseigne la géographie à des jeunes filles aisées. Mais à 36 ans, frappée par la misère des rues de Calcutta, elle fonde sa propre congrégation, les missionnaires de la charité. Une vie de dévotion et de dévouement qui lui valent l'admiration des chefs d'État du monde entier et les plus hautes distinctions. À 69 ans, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Admirée, Mère Teresa avait aussi ses détracteurs. Certains lui reprochent d'être peu regardante sur l'origine des dons qu'elle reçoit, ou encore ses positions anti-avortement.
Le ministre démissionnaire de la Justice, Achraf Rifi, a adressé ce dimanche une lettre au gouvernement libanais dans laquelle il demande le renvoi de l'ambassadeur de Syrie au Liban, mais aussi le dépôt d'une plainte auprès de l'ONU contre le régime syrien. Vendredi, le juge Alaa Khatib avait publié l'acte d'accusation dans l'affaire du double attentat contre les mosquées à Salam et Al-Taqwa, perpétré en août 2013 à Tripoli, qui met en cause 2 officiers des services des renseignements syriens. Lors de sa première réaction après la publication de cet acte d'accusation, le ministre avait demandé au gouvernement de rompre ses relations diplomatiques avec la Syrie. Et justement, en Syrie, les forces du régime se sont emparées ce dimanche de l'école d'armement d'Alep. Ils avancent désormais au sud de cette ville avec l'objectif d'y encercler de nouveau les quartiers rebelles. Ancienne capitale économique du pays, Alep est coupée en 2 depuis juillet 2012, avec à l'est les quartiers rebelles et à l'ouest les quartiers tenus par le régime. Une nouvelle offensive des forces du gouvernement libyen d'union nationale contre le dernier retranchement du groupe État islamique à Sirte. La reprise totale de la ville située sur la côte méditerranéenne à environ 450 km à l'est de la capitale Tripoli serait un important revers pour les djihadistes. Les explications d'Eta Nadji. Le quartier est encerclé par les forces loyalistes. C'est ici que sont retranchés les derniers djihadistes de Sirte. Les combattants se déploient un à un dans le secteur, mais leur avancée est freinée par les snipers, les voitures piégées et les mines qui jonchent les rues de la ville. Les combats ont fait plusieurs blessés, mais nous avançons. Nos forces font de réels progrès, Dieu merci. Si Dieu le veut, toute la ville de Sirte sera sous notre contrôle dans les prochaines heures. L'offensive a été lancée il y a près de 4 mois. Mais ce n'est qu'en juin dernier que les forces pro-gouvernementales ont réussi à rentrer dans la ville. Avec l'aide des frappes américaines, ces combattants ont pris par la suite le contrôle de plusieurs positions, et notamment le QG des djihadistes. La reprise de Sirte par les forces du gouvernement d'union nationale infligerait un sérieux revers au groupe État islamique. Même s'ils opposent une résistance féroce, les djihadistes ne seraient aujourd'hui plus qu'une centaine dans la ville. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, les dirigeants des économies les plus riches du monde sont réunis à Hangzhou en Chine ce dimanche. S'ouvre le sommet du G20 dans cette ville située à quelques encablures de Shanghai. Barack Obama, Angela Merkel et Shinzo Abe sont déjà arrivés sur place. Le but de ce sommet qui a lieu tous les ans, c'est d'aborder les sujets chauds de l'économie mondiale, la menace liée au Brexit, croissance plus faible que prévu dans le monde et ralentissement en Chine notamment. Olivier Boulanc nous en dit plus. C'est une photo de famille un peu spéciale. Elle réunit les dirigeants des 20 pays les plus riches du monde. Ensemble, ils représentent plus de 85% de la richesse mondiale. Organisée tous les ans, cette réunion est l'occasion d'aborder les principaux défis actuels, comme le réchauffement climatique ou encore les questions économiques. L'économie mondiale fait face à de nombreux défis, comme l'insuffisance de la demande commerciale, la tourmente des marchés financiers, ou encore la lente reprise des échanges commerciaux et des investissements. La communauté internationale espère que ce sommet trouvera des solutions pour une reprise de l'économie mondiale. De nombreuses questions géopolitiques sont également abordées, comme le dossier du terrorisme et la lutte contre son financement. Autre sujet important, la crise syrienne. Les tensions entre États-Unis et Russie ont déjà été soulevées par le président américain. Nous avons des différends importants avec les Russes en ce qui concerne les partis que nous soutenons, mais aussi sur le processus nécessaire pour restaurer la paix en Syrie. Mais si nous n'obtenons pas certains accords avec les Russes, il sera difficile de voir comment parvenir à la prochaine étape. Enfin, ce G20 est pour le gouvernement chinois l'occasion de promouvoir son modèle. Deuxième économie mondiale, la Chine estime qu'elle mérite une place plus importante sur la scène internationale et veut montrer au monde qu'elle peut jouer un rôle de leader économique. Même si elle ne concerne qu'1,3 million de votants, l'élection régionale de ce dimanche en Allemagne constitue un enjeu important pour Angela Merkel. La CDU n'est pas sûre de l'emporter face aux populistes de l'AfD. Une défaite serait un coup dur pour la chancelière dans ce land qui lui a jusqu'ici
toujours été très fidèle. Il y a trop de réfugiés en Allemagne, c'est le slogan du parti de la droite populiste, l'AfD, qui attaque sur ses terres la chancelière Angela Merkel et la politique menée par la CDU au pouvoir. En pleine campagne électorale pour la région du Mecklembourg-Poméranie, l'AfD prend même quelques libertés avec les chiffres. Cette année, on attend 700 000 réfugiés. C'est trop, ma chère CDU. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Les autorités ont pourtant annoncé attendre au maximum 300 000 réfugiés cette année. Et on en croise bien peu dans cette région côtière et agricole de l'Allemagne. 25 000 réfugiés sont arrivés l'année dernière, mais ils sont déjà presque tous repartis dans d'autres Länder. La question migratoire suscite malgré tout la crainte des sympathisants du parti. Il faut faire quelque chose en Allemagne. On ne peut pas continuer comme ça. Et ce discours porte ses fruits. Le parti populiste et la CDU d'Angela Merkel se battent pour la deuxième place. La chancelière allemande, principale cible des critiques de l'AfD pour avoir ouvert les frontières il y a un an, est quasiment absente de la campagne. C'est pourtant ici qu'elle a été élue députée. Angela Merkel est très estimée comme politicienne. Les gens reconnaissent son action pour le développement économique des dernières années. Mais la problématique des réfugiés lui a fait de l'ombre. À un an des législatives en Allemagne, ce scrutin risque de mettre encore plus en difficulté une Angela Merkel déjà en baisse de popularité et de permettre à la droite populiste de consolider ses bases. Dans le reste de l'actualité internationale, une nouvelle génération de militants prônant une rupture radicale avec Pékin se présente ce dimanche devant les Hongkongais à l'occasion des plus importantes élections dans l'ex-colonie britannique depuis les grandes manifestations pro-démocratie de 2014. Les élections au Conseil législatif hongkongais interviennent alors que Pékin tente de renforcer son emprise sur la ville semi-autonome dans les domaines politiques, culturels ou encore éducatifs. Olivier Boulanc. Une nouvelle mouvance politique agite Hong Kong. Représentée par des jeunes, elle prône la rupture radicale avec Pékin. Ces élections censées renouveler le Parlement local permettront de jauger le poids dans les urnes de ce désir d'indépendance. Je pense que le mouvement des parapluies a éveillé les consciences sur les libertés civiles. Aujourd'hui, on peut s'attendre à un fort taux de participation. Les gens qui vont voter pour nous exprimeront leur mécontentement vis-à-vis de Chen Yinglong. Chen Yinglong, c'est l'homme fort de la région. Il est soutenu par une chambre qui penche du côté pro-chinois. Il suffit que le camp démocrate perde 4 sièges pour ne plus avoir droit à une minorité de blocage. L'exécutif aurait alors les mains libres. La démocratie dans ces élections se reflète dans le libre choix des électeurs. Personne ne leur dit pour qui ils doivent voter. Beaucoup de Hongkongais constatent le recul des libertés depuis la rétrocession par le Royaume-Uni du territoire à la Chine en 1997. Pour cette élection, 6 candidats indépendantistes ont été interdits de se présenter. En 2014, le mouvement des parapluies n'avait pas permis d'influencer le pouvoir central sur le statut de Hong Kong. Mais les libertés ne sont pas la seule préoccupation du scrutin. Pour bon nombre d'électeurs, les questions principales restent les loyers exorbitants et la faiblesse des salaires. Sécurité pour tous, la communauté chinoise manifeste à Paris ce dimanche pour protester contre les violences envers les Chinois, des agressions alimentées par un préjugé raciste selon lequel les personnes d'origine chinoise transportent des espèces sur elles. Un homme de 49 ans avait été retrouvé mort en août dernier à Aubervilliers. Reportage. Aubervilliers, banlieue nord de Paris. Nous sommes ici dans le temple du prêt-à-porter fabriqué en Chine et depuis quelques années, la cible privilégiée des malfaiteurs. Cette jeune victime a failli perdre son bébé. Ses agresseurs n'ont pas hésité à s'attaquer à une femme enceinte. Je devais être à peu près 6 mois de grossesse. En rentrant chez moi dans le sas, en fait, il y avait un inconnu qui est venu en même temps que moi. Il est rentré dans l'immeuble avec moi. Il y avait une deuxième porte à rentrer. Donc il m'a suivi à partir de là. Il m'a tiré mon sac en fait et il m'a traîné tout le long de la porte jusqu'à l'entrée. Le 12 août dernier, c'est l'agression de trop. Ce couturier chinois de 49 ans meurt des suites de ses blessures, attaqué lui aussi pour lui voler son argent. Dominique, française d'origine chinoise, est l'une des organisatrices de la manifestation. Selon elle, les agresseurs viendraient des cités sensibles, des banlieues environnantes. On a l'impression qu'il y a comme un fantasme du chinois. Du coup,
tous les Asiatiques, vu que tous les Asiatiques ressemblent à des Chinois, que du Chinois qui est silencieux, qui est faible et qui en plus a beaucoup d'argent sur lui, et ça en fait une cible idéale pour tous les voyous, quoi. Mélodie ira elle aussi manifester pour dénoncer une police française qui, dit-elle, les ignore. Il est clair que parfois il y a la barrière de la langue, donc on n'est pas forcément pris au sérieux. Je pense que les mesures ne sont pas mises en place pour dissuader ces gens-là de commettre ces agressions. Des jeunes parfois sont attrapés par la police, mais ils sont aussitôt relâchés parce qu'ils sont mineurs ou pour x, y raison. Donc se sent abandonnés. À 14h, la communauté chinoise d'Aubervilliers se rassemble place de la République. Elle appelle les Chinois de Paris et d'autres banlieues à les rejoindre pour ensemble sortir du silence. Toujours en France, malgré l'annulation de la braderie de Lille pour des raisons de sécurité, la ville a décidé de faire la fête comme tous les ans en ce premier week-end de septembre. Animation culturelle, foire au manège, rendez-vous culinaire pour conserver une ambiance festive. L'opération Lille reste en fête mobilise ce week-end de nombreux commerçants, restaurateurs et acteurs culturels. Pour ces Lillois, pas question de se laisser abattre par l'annulation de la braderie. Hier soir, ils ont organisé entre amis une moule sauvage sur le trottoir, comme un acte de résistance. Ce qui compte, c'est l'esprit de la braderie, c'est que les gens se retrouvent entre eux et qu'on fasse la fête. Un peu plus loin, rue Masséna, la soirée a débuté tout doucement. Dans ce restaurant, l'ambiance est festive malgré tout. Il y a des touristes venus du sud de la France, mais aussi des habitués. Braderie ou pas de braderie, on vient. Et je la fais depuis que je suis toute petite. Et il n'y a pas moyen qu'on ne vienne pas. Même cette année, il y a quand même de l'ambiance, donc on est content. Le patron, lui, l'est beaucoup moins. Hier, il a fait 3 fois moins de couverts qu'un samedi de braderie habituel. C'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les autres. C'est pas bon, quoi. Au fil de la soirée, les fêtards vont quand même investir la rue Masséna, piétonnisée pour l'occasion. Plus loin, place Riour, le traditionnel et symbolique tas de moules attire encore les curieux. Il n'y a pas la même ambiance, c'est sûr, il y a beaucoup moins de monde. Mais bon, ça reste quand même festif, quoi. Vers minuit, la grande place de Lille était quand même un peu vide. Beaucoup espèrent le retour de la vraie braderie l'année prochaine. C'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Ils sont venus nombreux sur la place. Vous l'aurez compris, ils sont venus très nombreux pour assister à la canonisation de Mère Teresa, proclamée sainte par le pape François devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées place Saint-Pierre au Vatican. En Syrie, les forces du régime s'emparent de l'école d'armement d'Alep. Ils avancent désormais au sud de cette ville avec l'objectif d'y encercler de nouveau les quartiers rebelles. Et les dirigeants des économies les plus riches du monde réunis à Hangzhou en Chine au menu du G20, menaces liées au Brexit, croissance plus faible que prévu dans le monde et ralentissement en Chine. Merci de votre attention, je vous retrouve à 18h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. Bon début de semaine à toutes et à tous.